Je vous citais l'autre jour cette parole dure du capitaine Rossel qui disait au fond, vu de près, la commune, enfin la commune dirigeante, ça a été un cauchemar. Il faut reconnaître, et Rossel était le premier à reconnaître, que c'était tout de même des braves gens. C'est même ça la caractéristique de ces pauvres types de la commune. C'était un bon gouvernement, je veux dire des gens honnêtes, désintéressés. C'est Rochefort qui dira même la commune, c'est le seul gouvernement honnête que la France ait jamais eu. En tout cas, c'était certain qu'ils étaient désintéressés. Il fallait bien tout de même qu'ils reçoivent une indemnité. Ils se sont fait donner 450 francs par mois. 450 francs par mois. Alors que les Jules, les ministres du gouvernement, se faisaient donner 40 000 francs par an. Et bien eux, ça faisait même pas du 6 000 francs par an. C'était des gens qui cherchaient véritablement à faire ce qu'ils pouvaient. En plus, ils étaient scrupuleux. L'un d'entre eux, qui s'appelait Blanchet, soi-disant, ils se sont aperçus qu'il s'appelait véritablement Pourille, que c'était un ancien moine qui s'était défroqué, que c'était un type qui a été adjoint de commissaire de police à Lyon, qui avait ensuite des escroqueries. Et bien, dès qu'ils ont découvert qui était leur Blanchet Pourille, peu importe que le Blanchet ait été élu dans tel arrondissement, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Scrupuleux, incroyablement scrupuleux sur les questions d'argent. Il y a le comité central dont je vais vous parler, qui avait fait une réquisition du côté de la compagnie du gaz. Et il avait même confisqué la caisse de la compagnie du gaz. Immédiatement, la commune fait des excuses, fait restituer. Lorsqu'on a arrêté Chaudet, ça avait été l'adjoint de Jules Ferry, il était, paraît-il, responsable, je ne le crois pas. On le disait responsable de la fusillade du 22 janvier. C'est un commissaire de police adjoint qui était en même temps un dessinateur, qui s'appelait Pilotel, qui est allé faire l'arrestation de Chaudet. Ben non seulement il avait arrêté Chaudet, mais il avait pris l'argent qu'il avait trouvé chez Chaudet. Alors Madame Chaudet va se plaindre et la commune tout de suite fait restituer l'argent. Jourde, qui va être l'homme responsable des finances, il ne va pas s'enrichir aux finances, et il va les conduire de la manière la plus incroyablement scrupuleuse, vous savez, 11 centimes près. Et on dira, pour sa défense, ça n'empêchera pas qu'il se rende condamné au bagne, que sa femme continuait à aller faire la lessive dans la Seine, au lavoir municipal. Et c'est ce type qui maniait des millions. Je vais vous dire les comptes de Jourde. C'est le 24 mai, alors que la commune est en pleine dissolution, qui va les présenter, ces comptes. Du 28 mars au 24 mai, reçu, encaissé, 41 998 395 francs, 76 centimes. Enfin, reçu donc 41 900 000, si vous voulez. Dépensé 41 235 000, etc., avec 90 centimes. Par conséquent, la commune laissera un boni de 758 810 francs plus 78 centimes. C'est comme ça que ces fameux pillards dont parlaient les Versaillais, géraient la fortune de la France. D'ailleurs, le 3e jour de la Révolution, ils avaient fait faire des affiches. Quiconque sera saisi en flagrant délit de vol sera immédiatement fusillé. Quel a été leur malheur? Oh, beaucoup de malheur. Ben d'abord qu'il n'y avait pas d'homme de prestige chez eux. Est-ce que vous avez remarqué que quand on dit la commune de Paris, il n'y a pas de nom qui s'impose à l'opinion publique? Oui, il y a pas mal de gens qui disent il y a Jules Vallès, mais parce que Jules Vallès est connu comme littérateur, parce qu'il est l'homme de l'enfant, le bachelier et l'insurgé. Mais un homme qui serait imposé politiquement, il n'y en a pas. Quand je vous parlerai bientôt de Varlin, je me demande combien d'entre vous savent même le nom de Varlin. De l'Escluse ou de l'Écluse peut-être. Lui aussi c'est un nom inconnu. Personne n'émerge devant la commune. Personne. C'est un gouvernement presque anonyme. Il aurait fallu un chef, quelqu'un qui cristallisa les passions, les enthousiasmes, qui représenta. Mais personne ne pouvait représenter. Et cependant, Garibaldi, dans sa réponse du 28 mars, lorsqu'il avait dit « Je ne peux pas venir, je ne peux pas être moi italien, votre chef », il leur avait dit « Choisissez donc un citoyen honnête pour le poste suprême et donnez-lui les pleins pouvoirs ». Et oui, mais ces communeux, parce qu'on les appelait d'abord les communeux avant de les appeler les communards, ces communeux, ils ont horriblement peur d'une dictature individuelle. Ils ne veulent pas. On verra plus tard, vous savez, dans certains régimes, que la dictature du prolétariat se symbolise en quelques noms propres. Eh bien, eux, ils ont l'effroi du nom propre. Et puis, je répète, il n'y a personne qui a assez de surface et assez de prestige pour tout cristalliser. Alors, ça manquera terriblement à la commune d'avoir un chef. Il n'y a pas de chef. D'autre part, il y a la responsabilité du comité central. Est-ce que vous tombez pas, hein, ça ne s'embrouille pas. Du 18 mars au 28 mars, c'est le comité central de la garde nationale, c'est-à-dire la délégation syndicale de la garde nationale qui a été au pouvoir, hein, vous vous rappelez. Et puis c'est à partir du 28 mars que ça a été la commune proprement dite. Le comité central avait même dit, dès le lendemain de sa réunion, nous voulons passer la main à la commune, parce qu'il faut des élections normales. Et il avait promis de se dissoudre tout de suite. Ben, il ne va pas se dissoudre. Ce comité central va rester. Il va rester parallèlement à la commune, avec une rivalité permanente entre eux. Oh, je sais très bien leur argument. Ils disent c'est la guerre. C'est vrai, Versailles les a attaqués, nous allons voir ça de près. Et nous représentons
l'instrument offensif ou défensif de la commune. Nous représentons l'armée de la commune. Nous sommes la délégation de l'armée. Alors nous avons des raisons de rester. Mais non, il n'avait aucune raison de rester, puisque la commune avait fait des sections. Il y avait la commission des finances, il y avait la commission de l'enseignement, il y avait la commission de la guerre. Et c'était la commission de la guerre qui était chargée de gérer les affaires militaires. Eh bien, les 35 gars du comité central, ils vont rester, ils vont empêter la commune, et ils vont compliquer la situation, ils vont se présenter avec un uniforme qui se sont fait faire, semblable un peu à celui des patrons de la commune, c'est-à-dire qu'il y a une grande écharpe rouge, et les communards proprement dit auront des glands d'or au bout de leur écharpe rouge. Eux, ils mettront la même écharpe rouge avec des glands d'argent, mais ils joueront aussi au patron. Si bien que ça fera des crises permanentes, impossibilité d'avoir une unité d'action. À un moment, il y a le capitaine Rossel, aidé de quelques autres, qui va tenter de faire un gouvernement unitaire. Coup de force, c'est vrai. Alors immédiatement, il y a un horrible bonhomme qui s'appelle Piat, celui-là, Félix Piat. C'est l'âme damnée de la commune. C'est peut-être ce qu'il y a de plus moche, il y a de plus de moins propre dans la commune. Piat va crier à la dictature de Bonaparte. Je vous assure que si Rossel avait réussi son coup, il était soutenu par la sociale, par l'Action, par le père Duchesne. Vraiment, c'était un homme loyal et d'extrême gauche. On aurait peut-être pu donner une unité à la commune. Mais impossible, surtout pas de culte de la personnalité. Et bien voilà, alors c'est pas trop étonnant que cette malheureuse commune ait pu être jugée si sévèrement par Rossel, et pas seulement par Rossel, je vous ai apporté d'autres témoignages. D'Acosta. Oh, vous savez, d'Acosta, c'est un personnage suspect. Quand il sera arrêté, il va donner des camarades. Donner des camarades. C'est-à-dire, il va dire aux Versaillais, ben, je crois que celui-là est caché à tel endroit pour sauver sa peau. Il la sauvera, c'est entendu, mais il ira quand même au bail. Et ben, d'Acosta écrira, la commune pratiquement fut d'une lamentable insignifiance. Élie Reclus, frère d'Élisée Reclus, qui est plus célèbre. Vous savez, Élisée Reclus, c'est un grand géographe qui était communard lui aussi. Son frère Élie avait été nommé par les communards directeur de la Bibliothèque nationale. Eh bien, Élie Reclus va dire, l'hôtel de ville est manifestement au-dessous de sa tâche. Et le 17 mai, la commune patauge lamentablement. Le 20 avril, il avait écrit dans son journal, à la suite du fameux manifeste que je vous ai lu, le programme de la commune, quel pathos, quel factum verbeux. Rien de politique, rien de pratique, rien de concret. Je n'ai vu personne que cette déclaration ait enthousiasmé, mais j'ai vu beaucoup de gens découragés et quelques-uns irrités. Alors je ne vous ai pas caché, hein, certes, que ça n'a pas été brillant la commune. Et pourtant, il faut savoir que ces gens qui sont honnêtes, qui sont scrupuleux et qui sont des assiégés, ont fait des choses, ont réalisé beaucoup de choses qu'on ne le dit. Ben quoi donc? Premièrement, ils ont pris la mesure que tout le monde attendait à Paris, les petits commerçants en particulier. Vous savez, Versailles avait dit, vous allez payer tout de suite. Et le comité central de la garde nationale avait dit, on vous donne un mois. Et bien les communards diront, non, les échéances, elles sont reportées au 15 juillet. Et ce que vous devez, vous le payerez, c'est entendu, mais vous le payez sur 3 ans, par mensualité, enfin par 12e, et sans intérêt. Ça, c'était une grande libération pour le petit commerce de Paris. Deuxièmement, les loyers. Les gens étaient perdus à l'idée des loyers. Peut-être que vous vous rappelez que Martial Delpy lui-même, qui est un conservateur, avait reconnu que ces ouvriers qui n'avaient pas pu travailler, parce qu'il n'y avait pas de matière à travail, pour eux, l'idée du terme d'avril, c'était l'angoisse. Enfin, ils allaient être jetés à la rue. Et bien, la commune va intervenir autoritairement et dire 3 termes de loyer sont abolis. Ben, il est juste, disait-il, il est juste que le patronat, enfin que ceux qui possèdent fassent un peu de frais, fassent un peu les frais des souffrances que Paris a traversées. Troisièmement, la commune va établir un plafond des traitements. C'est intéressant, ça, je vous ai dit qu'eux, ils s'allouaient 450 francs par mois. Le directeur du Mont-de-Piété avait 20 000 francs. Hein. Le directeur général des chemins de fer avait 100 000 francs, monsieur de Franqueville. 100 000 francs à cette époque, ça représentait une fortune. Hein. Eh bien, ils ont décidé, eux, les communards, que le plafond des traitements sera de 6 000 francs. Aucun fonctionnaire français ne pourra toucher plus de 6 000 francs. C'était honnête, hein, c'était large, c'était pas l'opulence. Mais ils voulaient justement une république, pure et dure, quoi. En plus, interdiction du cumul. Alors que le régime antérieur, et le régime de Versailles ensuite, autorisera parfaitement les fonctionnaires à avoir double traitement, fermera les yeux. Commune, non. Boucherie municipale. Ils vont créer des boucheries municipales. Évidemment, ça fera du tort à certaines boucheries, parce qu'il y a des intermédiaires qui sont court-circuités, si bien qu'au moins 2 fois par, enfin 1 fois ou 2 fois par semaine, les pauvres gens pourront manger autre chose que des bas morceaux. Comment est-ce qu'elles vont vivre, ces boucheries municipales? Eh bien, par les subventions de la ville. Bon. L'enseignement maintenant, ben, il y a eu une commission de l'enseignement. Dans cette commission de l'enseignement, il y avait bien sûr Vallès, c'était indiqué pour un écrivain, mais il y avait aussi, plus important que Vallès, Édouard Vaillant. Vaillant, c'est un de ces communards dont il faudrait garder le nom. C'est un homme qui cumulait, lui aussi, mais vous allez voir comment. Il était à la fois sorti de l'école des mines et était docteur en médecine. C'est un homme qui vivra longtemps, il sera aux côtés de Jaurès. Il y a une photographie de lui en 1913, devant le mur des Fédérés. Il est à côté de Jaurès, il est tout blanc à ce moment-là, il a l'air d'un vieux sanglier.
Ben, cette commission de l'enseignement a bien travaillé. On a leur projet, on sait ce qu'ils voulaient faire. Du reste, Vallès racontera, non c'est Gilles, c'est le dessinateur Gilles qui racontera que se promenant avec Vallès dans les jardins de l'hôtel de ville, alors que les Versaillais ont déjà attaqué et qu'ils sont certains d'être perdus, Vallès disait, ben, écoutez, on va faire au moins tout ce qu'on pourra, on montrera ce que nous voulions faire. Ben, ce qu'ils voulaient faire pour la commission de l'enseignement, c'est sérieux. Les projets que les communards de la section de l'enseignement avaient établis, c'est exactement ce que la Troisième République réalisera, mais en 50 ans. Et eux voulaient le réaliser le plus vite possible. Quoi donc? Ben, d'abord la gratuité de l'enseignement. L'enseignement primaire sera gratuit, sera laïque et sera aussi obligatoire. Deuxièmement, ils ne songent pas tout de suite à la gratuité de l'enseignement secondaire, mais déjà ils ont prévu une quantité de bourses, qui seront des bourses d'État, pour les jeunes gens qualifiés, mais dont les parents n'ont pas d'argent et qui peuvent faire des études secondaires. Puis troisièmement, ils ont l'idée, c'est la première fois, d'écoles professionnelles, ce qu'on appellera ensuite des écoles techniques. Et même au moment où la commune va disparaître, il y avait 2 écoles professionnelles, dont une école professionnelle de jeunes filles, c'est tout à fait nouveau ça, que Édouard Vaillant allait établir. Vous voyez que la commission de l'enseignement a travaillé soigneusement. Ensuite, séparation de l'Église et de l'État. Ben, je ne trouve rien à redire, au contraire. On avait décidé que les prêtres ne seraient plus des fonctionnaires, que ceux qui voulaient se faire prêtres, ben, c'est leur vocation, ils le seraient s'ils le voulaient, mais ils ne seraient plus au service de l'État, ils ne seront plus appointés, ils ne seront plus payés, et on avait aussi décidé la nationalisation des biens de main morte. Là, il faut s'expliquer, c'est parfaitement vrai, hein, que dans l'ensemble, les communards étaient extrêmement anti-religieux. Dans le livre de Élie Reclus, dont je vous ai déjà parlé, La commune au jour le jour, Élie Reclus c'est un athée, comme la plupart des communards. Et il dit, il y a même des catholiques, et même des jésuites parmi nous, disait-il. Je ne sais pas qui il veut dire, je pense que c'était Régère. Régère, dont je vous ai dit, c'était un vétérinaire, membre de la commune. Effectivement, Régère a conduit par la main ses enfants à la première communion en pleine commune. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a une puissante vague d'anticléricalisme, d'anti-religion dans la commune. Ce Pilotel dont je vous ai parlé, qui était un dessinateur, qui est un personnage un peu suspect puisqu'il avait attrapé l'argent de Chaudet le jour où il l'a arrêté. Pilotel se spécialisait dans la caricature anti-religieuse et même d'une qualité souvent assez basse. Si vous lisez les journaux de la commune, vous y voyez des agressions constantes contre l'idée religieuse, contre l'Église, contre Dieu même. Un garçon qui s'appelle Marotteau, qui avait 24 ans, qui est une figure de Christ du reste, va écrire un article retentissant qui s'appelle « Nous biffons Dieu, nous supprimons Dieu ». Puis les journaux de la commune, surtout au mois de mai, seront remplis d'histoires affreuses, de découvertes qui ont été faites dans les sous-sols, dans des églises ou dans des souterrains de couvents. Il paraît qu'on a trouvé dans des couvents des instruments de torture. Maxime Vuillaume, qui écrira dans les cahiers de la quinzaine de Péguy, mes cahiers rouges. Vuillaume, qui était du père Duchesne, dira longtemps après, c'est entre 1907 et 1914, il dira oui, on peut sourire un petit peu de ces déclarations terribles et fracassantes de découvertes qui avaient été faites dans certains couvents. Au fond, c'était des instruments orthopédiques. Et puis on a décidé aussi on avait déclaré qu'on avait découvert sous le sous-sol de plusieurs églises des monceaux de cadavres, qu'on n'avait pas le droit d'enterrer là des gens. Donc c'était l'église qui avait tué des gens puis qui les avait cachés dans le sous-sol. Ben, Vuillaume dira plus tard, c'était surtout de vieux squelettes qu'on trouvait là, et c'était des squelettes qui dataient du temps de la Révolution. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'ajoutis, enfin beaucoup de choses excessives dans cette politique anti-religieuse. Mais attention, il ne faut pas non plus exagérer. Vous comprenez le parti que pouvaient tirer les Versaillais du fait que la plupart des communards étaient athées et se proclamaient athées. Mais les chiffres sont là, il y avait 67 églises dans Paris. Ben, il y en aura 10 seulement qui seront fermées pour le culte. Et pourquoi? Parce que la plupart se sont fermées elles-mêmes, parce que la commune avait autorisé les clubs populaires, à se réunir dans les églises à la fin du jour. Toute la journée, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, l'église était au curé, enfin il allait faire ce qu'il voulait, puis à partir de 5 heures, l'église, on masquait, si vous voulez, les ornements religieux, et ça devenait un club. Alors dans la chaire, au lieu d'avoir un prêtre, il y avait quelquefois des femmes, enfin, il y avait des communards, il y avait des gens qui parlaient au peuple. Ça ne souillait pas l'église. Ah ben si, le clergé avait décidé que c'était épouvantable, qu'on allait proférer là des paroles tellement inadmissibles qu'il valait mieux fermer l'église. Mais attention, il n'y en a eu que 10 au total de fermés sur 67. Le révérend père Olivier, qui était un super réactionnaire, et qui prêchait le carême, puisque la commune a éclaté en pleine carême, il a continué à prêcher son carême à Notre-Dame. Le jour de Pâques, cette année-là, c'est quand? C'est le 9 avril. Le 9 avril, la commune est installée déjà plus de 15 jours. Le père Olivier continue à faire ses prédications de carême. Alors n'exagérons pas, c'est parfaitement vrai que l'ensemble des communards, ou la majorité, ou l'extrême majorité des communards étaient irréligieuses, mais il n'est pas vrai qu'il y a eu des persécutions si terribles. Les petites sœurs des pauvres, on leur a rien fait. Elles ont continué à vivre.
Les sœurs hospitalières qui travaillaient à Notre-Dame, elles sont à l'Hôtel-Dieu, elles sont restées en fonction. On avait simplement exigé d'elles qu'il y ait une bande rouge sur leur robe grise. Les noms des salles avaient été changés. La salle Saint-Joseph s'appelait la salle Blanqui. Eh bien, peu importe. Les religieuses étaient très bien du reste avec le nouveau patron communard de l'Hôtel-Dieu, et par conséquent, il faut dire qu'il y a eu peu de persécutions antireligieuses réelles pendant la Commune. Il y a eu le décret de la colonne aussi, la colonne Vendôme. Oh, je sais bien qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui considèrent que c'est épouvantable d'avoir renversé la colonne Vendôme. Ben, au risque de vous scandaliser, je vous dirais que personnellement, je trouve qu'il est très bien, le décret de la Commune, qui précise qu'il faut renverser la colonne Vendôme. Pourquoi? Parce que la colonne Vendôme est un monument de barbarie, parce que c'est le symbole de la force brutale et de la fausse gloire, parce que c'est l'affirmation du matérialisme, parce que c'est la négation du droit des gens. Tout ça est strictement vrai. Alors quand le 19 mai, la colonne Vendôme sera abattue, à Versailles on poussera des cris, on versera des torrents de larmes, et je dois avouer que j'étais assez content de cette mesure-là. Lisant cette note, je m'aperçois que j'en avais une précédemment que j'aurais dû vous lire, et que je vais vous lire maintenant. Je rattrape quelque chose que j'aurais dû dire au sujet de l'enseignement. Écoutez bien, c'est un texte communard aussi, sur les fondements de l'instruction publique telle qu'elle doit être donnée par la commune. Apprendre à l'enfant à respecter et à aimer les autres, lui inspirer le goût et le souci de la justice, lui faire comprendre qu'il doit s'instruire, non pas seulement pour lui-même et son propre avenir, mais dans l'intérêt de la collectivité. Allez, voilà, ces monstres, ces barbares de la commune dans le domaine de l'enseignement et de la colonne. Mais c'est surtout la commission du travail qu'il faudrait qu'on regarde de près. Ça a été sérieux, vous savez, la commission du travail. C'était Frankel qui était le plus important. Et Frankel, je vous ai dit qui c'était, c'est le seul marxiste de la commune avec Longuet. Longuet ne faisait pas partie de la commune proprement dite avant le 16 avril, du moins. Il va s'occuper, il va essayer ce qu'il pourra faire dans le domaine du travail et des échanges, comme on dit. Et Benoît Malon va le soutenir. Les gens de la commune sont très timides, je vous l'ai dit là-dessus. Ils se disent, on a si peu d'assises populaires qu'il ne faut pas aller trop fort dans le domaine social. Alors le 28 avril, Benoît Malon va prendre la parole et va dire, on dit que nous ne devons pas nous occuper de questions économiques. Vraiment? Il me semble que jusqu'ici, l'État est assez bien intervenu dans les questions économiques, mais toujours en faveur des industriels. C'est bien le moins aujourd'hui que nous intervenions en faveur des ouvriers. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, cette pauvre commission? Elle va faire trois choses. Premièrement, interdiction du travail de nuit dans les boulangeries. Les garçons boulangers ont dit qu'ils ne voulaient plus travailler de nuit. Bon, c'est peu de choses, c'est d'accord. Deuxièmement, le 16 avril, il y a un décret important. Un très grand nombre d'ateliers, vous le savez déjà, de petites manufactures, ont été abandonnés par les patrons. Alors, sous la pression de Frankel, de Malon et de la commission du travail, la commune décide ceci. Les ateliers qui sont abandonnés seront remis à la collectivité ouvrière. C'est-à-dire que les ouvriers qui travaillaient là vont pouvoir se réunir, on leur donnera des capitaux et c'est eux qui feront marcher l'affaire. Mais attention, lorsque le patron reviendra, on discutera avec lui à l'amiable pour le montant de l'indemnité. Là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'expropriation. On demande simplement aux ouvriers de faire marcher un atelier que le patron a abandonné. On ne le rendra pas au patron, mais on indemnisera le patron. Puis troisièmement, il y a eu la révision des marchés. Donc, je vous répète, si vous voulez, les trois actes de la commission du travail, c'est l'abolition du travail de nuit pour les garçons boulangers. Deuxièmement, c'est les ateliers abandonnés qui sont remis à la collectivité ouvrière. Et troisièmement, révision des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La commission de la guerre, d'une part, et malheureusement aussi le comité central, d'autre part, qui n'avait pas à s'en occuper, passait des marchés avec des fournisseurs pour les fournitures militaires, et en particulier pour les uniformes. On avait bien assez de munitions, on avait bien assez de canons, mais il manquait, semble-t-il, d'uniformes. Alors on s'était aperçu, et Frankel s'était aperçu, que ces marchés étaient scandaleux. Les marchés passés par la commune, qui n'étaient pas passés avec des organisations ouvrières. Il y avait des organisations féminines qui faisaient des costumes, mais la préférence était donnée à des entreprises individuelles. Alors Frankel disait, mais il y a une contradiction dans ce que nous sommes. Nous voulons travailler au profit de la classe ouvrière et on continue à passer des marchés avec des fournisseurs privés alors qu'il y a des associations ouvrières. Alors, le décret était de deux parties. Première partie, pour toute fourniture à la commune, c'est-à-dire à l'armée de la commune, l'avantage doit être donné aux associations ouvrières. En particulier, comme c'était souvent des fournitures d'uniformes, il y avait des associations ouvrières féminines qui travaillaient dans les uniformes. Alors Frankel avait dit, avec juste raison, enfin c'est absolument insensé qu'un gouvernement communeux ou communard donne la préférence à des entreprises privées. Partout où il y a une association ouvrière qui peut nous fournir, c'est à elle qu'on doit s'adresser. Un.
Deuxième partie du décret, si jamais il n'y a pas d'association ouvrière capable d'assurer la fourniture, alors exigence dans le cahier des charges des entreprises privées auxquelles on s'adressera, exigence d'indiquer le montant des salaires. Parce que vous comprenez bien que les soumissionnaires rivalisaient entre eux de bas prix, mais ce bas prix, ils ne l'obtenaient qu'en payant très mal leurs ouvriers. Alors Frankel disait avec juste raison, nous examinerons en effet les propositions qu'ils nous ont faites, mais il est exigé que dans le cahier des charges figure le montant des salaires réservés aux ouvriers. Ben vous remarquez que tout ça, au fond, qui est bien courageux, enfin pour l'époque, ils font ce qu'ils peuvent, ça n'a rien de marxiste, ça n'a rien de collectiviste. C'est absolument pas une intervention de l'État. Toute la politique sociale de la commune se résume à ceci, favoriser les associations ouvrières, de libres associations d'ouvriers. On espère que ça fera contagion parce qu'il y aura diminution du parasitisme, ça se développera en faisant tache d'huile, ça profitera aux consommateurs, mais il n'y a rien qui ressemble au collectivisme marxiste. Rien. Je vous ai indiqué les raisons de cette timidité, mais il faut voir jusqu'où elle va. Elle va très loin. Elle va jusqu'au point qu'on ne touchera pas à la fiscalité, qu'on ne touchera pas au droit d'octroi, qui était scandaleux, pour les liquides en particulier, pour les vins ou spiritueux, enfin pour les vins. On ne distinguait absolument pas la qualité du vin. Le prix de l'octroi était en fonction de la quantité. Alors on payait autant pour du gros vin rouge que pour du chambertin, ce qui était injuste. Ben pas touché. Et surtout pas même touché à la journée de travail. Eh bien en 1848, cette révolution qui paraît-il était nulle, était si faiblarde, on avait tout de même osé toucher à la journée de travail. Elle avait été autoritairement abaissée de 12 heures à 11 heures en province et de 12 heures à 10 heures à Paris. Ça avait produit des hurlements que vous imaginez du côté des conservateurs. La commune n'osera pas toucher à la durée de la journée de travail. Et il y aura toujours des 11 heures, 12 heures, 13 heures et quelquefois 14 et 15 heures sans intervention de la commune. Pourquoi? Mais vous le savez, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont horriblement timides, parce qu'ils ne sentent plus l'assise populaire. Si, ils ont une partie d'assise populaire, mais ils ne sentent plus la collaboration bourgeoise qui, au début, leur avait été apportée. Quand on nous dit d'autre part que ça a été un régime de terreur, c'est une pure plaisanterie, puisqu'il n'y a pas de guillotine. L'abolition de la guillotine en matière politique a été prononcée en 1848, elle est maintenue. Et les otages que la commune a saisis, et elle avait bien eu raison pour essayer d'empêcher les Versaillais de tuer les prisonniers, pas un seul de ces otages ne sera tué par la commune. Les otages, une partie des otages, seront tués dans la semaine sanglante, au moment où la commune n'a plus juridiction réelle sur Paris. En plus, il y a une police des rues, une police sérieuse, alors qu'il n'y a pas d'organisation policière. C'est la garde nationale qui fait la police. Elle est divisée en deux groupes, elle a toujours été comme ça. Il y a bataillon de marche qui vont se battre, puis garde nationale sédentaire qui sont pour la police de Paris. Il n'y a plus d'agents de police. Eh bien, la criminalité va diminuer d'une manière extraordinaire dans le Paris de la commune. De l'aveu même de policiers versaillais, qui parleront devant la commission d'enquête. Il y aura même répression d'ivrognerie. Tenez, je vois un décret du journal officiel du 19 mai. Tout garde national aperçu en état d'ivresse sera arrêté et privé de sa solde pendant 4 jours. Cette solde sera distribuée aux enfants nécessiteux des membres du bataillon, et même il y aura une tentative d'épuration du côté de la prostitution. Il y en aura moins, prostituées à Paris, moins sur les grands boulevards. Ils trouveront très bien leur travail, vous savez, du côté de Saint-Germain et de Versailles. Voilà la réalité de la commune. Mais, j'arrive à quelque chose d'à peine croyable, c'est le comportement de la commune à l'égard de la Banque de France. Voyons, quand le comité central, puis la commune, ont pris le pouvoir, et qu'il fallait qu'ils assurent la gestion de services importants, enfin, qui coûtaient très cher, et aussi le paiement de la solde de la garde nationale, quel argent avaient-ils à leur disposition? Rien. Alors ils se tournent du côté du ministère des Finances, c'est Jourde qui y va, c'est le 19 mars, il y va, et au ministère des Finances, il y a 4 600 000 francs qui sont dans les coffres. Seulement, les directeurs, en partant pour Versailles, avaient mis des scellés. Et bien, tels sont nos amis de la commune qui sont impressionnés par des scellés. Oh, on dit de nous qu'on est des pillards, des voleurs, on va pas faire sortir des scellés. Alors ils ne prennent pas cet argent qui est à leur disposition au ministère des Finances. Et ils vont se tourner du côté de la Banque de France. C'est là qu'il faut bien regarder. Le jeu de la Banque de France est singulier. La Banque de France, de par ses origines, c'est un établissement chauve-souris. Je veux dire qu'il pourrait présenter des pattes en disant je suis un rat, et qu'il peut présenter des ailes en disant je suis un oiseau. Se rappeler, je vais vous le donner même le texte même, se rappeler ce qui avait été fixé dans les statuts en 1800 lorsque Pergaud, qui n'était même pas un Français, avait fait signer le décret d'établissement de la Banque dite de France à Bonaparte. Cette Banque dite de France, voici qu'il est déclaré ce propos. Il est bien entendu que la Banque conserve un caractère entièrement privé et qu'elle ne négocie avec l'État que lorsqu'elle y trouve un complément de sa sûreté. Ah bah j'estime que c'est d'une clarté absolue. Alors quand je dis chauve-souris, vous voyez que dans les statuts, c'est
établissement privé, mais comme ça s'appelle Banque de France, la banderole, enfin l'étiquette Banque de France, les gens croient que c'est la Banque de la France, la Banque de l'État, ce qui n'est pas vrai. Alors quand les communards, d'abord les gens du comité central, puis les communards vont se présenter devant, qu'est-ce qui dirige la Banque de France? Le gouverneur Rouland, vous savez, qui avait tellement excité Thiers pour marcher, puis quand Rouland sera réfugié à Versailles, c'est un marquis breton, le marquis de Pleuc, qui va le remplacer à titre de sous-gouverneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire à ces gens de la, de la commune qui arrivent si gentiment? Alors il y en a un qui va jouer la comédie de l'entreprise purement privée, l'histoire Pat, comme je vous disais tout à l'heure. C'est Rouland qui va lui dire, mais qu'est-ce que vous venez de demander, monsieur, vous vous trompez? Banque de France, ça n'est pas la Banque de la France, c'est un organisme privé qui s'appelle Banque de France, c'est entendu. Mais si vous voulez nous prendre de l'argent, alors ça sera du vol, ça sera de l'extorsion. Ah, disent-ils. Et puis après, Pleuc, qui va remplacer Rouland, va tenir à Bellay c'est le doyen de la commune, un discours tout à fait différent. Lui, il ne rappellera plus que la Banque de France est une entreprise commerciale privée. Il va dire au contraire, ah mais messieurs, voyons, vous nous demandez de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est la fortune de la France qui est ici. Nous sommes les gestionnaires de la fortune de la France. Alors puisque cet argent ne nous appartient pas à nous, il vous appartient encore moins à vous, vous comprenez? Les pauvres gens de la commune ne savent pas que la ville de Paris avait déposé 9,5 millions entre les mains de la Banque de France. 9,5 millions. Cet argent, puisqu'ils sont maintenant ceux qui dirigent Paris, qui ont le poids de Paris sur les épaules, cet argent leur revient de droit. La banque ne leur dit pas. Et elle va simplement dire ceci, écoutez, en considération des circonstances, hein, ça va mal, c'est difficile, vous êtes le gouvernement de fait, nous voulons bien consentir à des avances. Et encore, toutes les fois qu'on vous donnera de l'argent, il faudra bien que vous inscriviez sur le reçu argent réquisitionné. Admirez, n'est-ce pas, le procédé de l'argent qu'ils doivent à la ville de Paris, l'argent qui appartient à la ville de Paris, ils font semblant qu'on le réquisitionne de force. Au total, la Banque de France aura versé à la commune 20 millions, pas même 20 millions. 20 millions dont 9 millions appartenaient de droit à la commune. Et pendant que la Banque de France va bien vouloir avancer ou se laisser extorquer par réquisition, paraît-il, cette petite vingtaine de millions, dans le même temps, la même Banque de France va avancer 258 millions à Versailles pour préparer contre Paris une armée d'extermination. Ah oui, c'est pas mal. Hein? Bah, quelle était l'attitude des communards? Pourquoi ils ont fait ça? Il y a Vallès qui a un mot assez impressionnant, c'est dans l'insurgé. Vallès qui dit c'est un effroi de pauvres devant l'or entassé et devant les billets. Un effroi de pauvres. Ces pauvres gens, car ce sont tous des pauvres gens, sauf Bellay, ils sont intimidés. Et puis d'autre part, il y a cette doctrine qu'on leur a appris, vous savez, c'est des bons petits, enfin des gens qui avaient suivi l'école primaire, où on leur avait dit le plus grand devoir moral, c'est le respect du bien d'autrui. C'est ça que leur avaient enseigné les possédants. Or, les nantis ne sont devenus des nantis que parce que précisément le bien d'autrui, ils ont passé leur temps à le voler. Mais les pauvres gens, les petits gens, les enfants, quoi, qui marchent, ils disent « Ah oui, c'est vrai, hein, bien d'autrui. » Alors, on ne va pas toucher à cet argent-là. Ce qui fera beaucoup rire des gens comme le comte d'Hérisson, dont je vous ai déjà parlé, qui est un homme qui a son franc-parler et qui vous sort des phrases inattendues. Et le comte d'Hérisson, il dit « Il est amusant de voir ces enfants de la commune mendier ce qu'ils n'avaient qu'à saisir. » Engels, dira Engels, vous savez l'ami de Marx, la Banque de France aux mains de la commune, ça valait mieux que 10 000 otages. Toute la bourgeoisie eût fait pression sur Thiers pour une négociation. Ben, ils n'ont pas osé y toucher. Alors M. Henri Lefebvre, dans son très beau livre de 1965, qui s'appelle La proclamation de la commune, aura cette formule par laquelle je dois terminer, parce que c'est la vraie formule, que la Banque de France soit restée une enclave versaillaise dans Paris, ainsi que la Bourse et la Caisse des dépôts et consignations, c'est un étonnement pour l'historien et un scandale. Et je vais encore vous ajouter ce petit document que j'ai trouvé dans l'illustration du 25 avril 1871, c'est-à-dire en pleine commune. L'illustration avait interviewé une haute personnalité financière de Paris, et on avait vu là un banquier, l'œil vif, sans émoi, plein d'une tranquillité euphorique et même joviale, et qui avait déclaré « Ce ne sera là qu'une bourrasque. Le monde des affaires en attend la fin avec confiance. Tenez, en 1848, le 3% était descendu à 36. En ce moment, en pleine guerre civile, il est à 50. Concluez. »